Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous européen CNews, Les Échos. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Et merci de votre présence. Vous êtes le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est votre grand rendez-vous dans un contexte inflammable avec des images d'un président sifflé, hué au salon de l'agriculture avant une déambulation, il est vrai, plus calme d'Emmanuel Macron, mais au prix d'un encadrement sécuritaire inédit. Des images aussi de bousculades entre des agriculteurs et des forces de l'ordre, ceux qui nous nourrissent et ceux qui nous protègent. Alors qui est responsable d'un tel climat? Le président y a vu par moments la main du RN. Et puis le grand débat s'est transformé en échange nourri en format restreint avec de nouvelles annonces sur un plan de trésorerie d'urgence, sur un prix plancher. Vous nous direz comment tout cela va se décliner, sachant qu'une grande partie de la clé de tous ces sujets se trouve à Bruxelles. Faites-vous, monsieur le ministre, à Paris des promesses que vous ne pouvez pas tenir sur la scène européenne? Mercosur, poulet ukrainien, Green Deal, etc. Qui commande vraiment sur ces sujets? Toutes ces questions vous seront posées ce matin, monsieur le ministre, avec mes camarades Nicolas Barré des Échos. Bonjour à vous, Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Marc Fesneau, Emmanuel Macron a donc inauguré hier le salon de l'agriculture dans une ambiance inflammable, un contexte très tendu et au départ, sous les sifflets et les huées avant une déambulation, on avait l'impression qu'il y avait une sorte de contraste, une bulle autour du président et c'est logique en termes de sécurité. Et puis autre image, dans d'autres allées du salon, des forces de sécurité qui ont été largement parfois débordées pour garantir la sécurité. Regardez cette séquence. On est chez nous. C'est bon maintenant. On rentre pas. C'est chez nous. On est chez nous. On veut qu'ils nous défendent. Reculez. Reculez. C'est chez nous ici. Reculez. On est chez nous. On est chez nous. Jamais un salon de l'agriculture ne s'était ouvert dans pareille ambiance. Qui est responsable d'un tel climat, selon vous? On sait qu'on est dans un climat qui est très éruptif compte tenu d'un certain nombre de crises et de difficultés que rencontrent les agriculteurs et le monde agricole. Après, il y a eu 70 000 visiteurs hier au salon. Dans une journée normale d'ouverture, c'est plutôt 80 000. Ça veut dire que quand même l'affluence a été au rendez-vous. Il y avait, selon la préfecture de police, les organisateurs, 300 à 500 agriculteurs qui manifestement, j'imagine que c'était plutôt des agriculteurs qui manifestement voulaient d'une certaine façon plutôt en découdre que débattre, parce que le président de la République, il a rencontré des agriculteurs, y compris dans un format de débat. On va en parler. Où les gens, on peut le dire, ont dit les choses. Ils l'ont dit parfois avec vigueur et rugosité, c'est normal. Comme le disait le président dans votre extrait, le président, qu'on se fasse engueuler, c'est normal. Mais après qu'on produise des actes de violence dans un salon qui est le salon des agriculteurs, mais le salon de la vitrine de l'agriculture pour les citoyens français. C'est 600 000 visiteurs, le salon de l'agriculture, et évidemment, ce n'est pas que des agriculteurs. Je trouve dommage que certains se soient livrés à quelque chose qui était de l'ordre d'un rapport de force et d'une expression par la violence. Qu'on se fasse engueuler, je le répète, c'est normal. Parce que nous gouvernons, et donc nous sommes en situation de responsabilité, donc on nous demande des comptes. Mais le président de la République a souhaité à la fois voir les organisations syndicales au tout début, organiser dans un cadre qui était atypique, une rencontre avec l'ensemble. Vous dites atypique, on a l'impression que c'est une no-go zone, hein, c'est-à-dire que personne ne pouvait y aller, sauf évidemment ceux qui étaient possiblement assez proches du président pour l'interpeller sans heurts et sans violence, on peut le comprendre. Mais enfin, monsieur le ministre, on avait l'impression d'une bulle autour de vous. Non, vous avez vu le débat qui s'est organisé. Première séquence avec les syndicats, après un débat de près de 2 heures avec des gens qui étaient... j'ai pas eu l'impression qu'on était dans une bulle, en tout cas ce qu'on nous a dit, ça ne relevait pas du registre de la bulle. On ne nous a pas dit tout va bien, monsieur le président, c'est formidable. Enfin, on a eu plutôt des remontrances que des félicitations. Et le président a apporté un certain nombre de réponses de ce que nous faisons avec le Premier ministre, et puis un certain nombre de chantiers qu'il a ouverts. On va en reparler sans doute. Et après, on a déambulé dans le salon, on a rencontré des agriculteurs, c'était pas des figurants. Mais qui eux-mêmes nous ont dit un certain nombre de choses. Après, quand vous avez des gens dont la seule œuvre ou la seule... Mais ils sont très minoritaires, il faut dire les choses comme elles sont. Et d'exercer de la violence à l'endroit des forces de l'ordre ou de la violence pour forcer, on ne force pas des portes, on ne force pas des barrières avec des animaux à l'intérieur. Évidemment, là, il n'y a pas de dialogue qui est possible. Mais c'est minoritaire. Mais le président de la République, hier, mais ce n'est pas le seul, a dénoncé derrière ces violences une forme de coup, à certains égards, du Rassemblement national. Est-ce que c'est une accusation? Il y avait des gens qui manifestement souhaitaient que le président de la République, non pas soit
on puisse débattre avec lui et qu'il soit éventuellement chahuté sur ce que nous faisons, etc., mais qui souhaitait chahuter le salon et mettre de la pagaille. Mais qui sont ces gens? Parce que le président a pointé du doigt, en tout cas, une partie de la coordination rurale. Il y a une partie de gens, alors moi je ne fais jamais, le président ne l'a pas fait d'ailleurs d'amalgame, il y a une partie de gens de la coordination rurale manifestement qui avaient envie d'en découdre. Ce sont des agriculteurs. Oui, mais ça n'empêche pas, même quand bien même ce soit des agriculteurs, j'ai entendu un certain nombre de responsables agricoles qui en ont appelé à la raison et au fait qu'on débatte dans un climat qui ne soit pas un climat de violence. Donc ils sont minoritaires, mais manifestement, ils voulaient œuvrer de violence. Ils voulaient agir par la violence. Pourquoi? Ce sont des militants politiques pour vous, Marc peut-être Fesneau? faudra leur demander à eux ce que sont leurs cartes et ce que sont leurs engagements politiques. Mais dès qu'on est en colère, on est forcément un militant contre... Est-ce que vous m'avez entendu? Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que derrière, il y a parfois des gens qui sont aussi des militants engagés politiques. Donc il ne faut pas être complètement naïf, comme a dit le président de la République. Mais ce n'était pas une colère organisée. C'est-à-dire, distinguons entre la colère des agriculteurs et une colère qui serait... Pardon, j'ai entendu un certain nombre d'expressions de ces gens-là qui ont dit on va venir mettre la pagaille au salon il y a 3 jours. Donc quand vous dites on va mettre la pagaille dans 3 jours, que vous faites monter des tracteurs, pardon, si c'est pas de l'organisation, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne n'est pas. J'entends par organisé par une organisation politique. Oui, mais moi je regrette parce que moi je dialogue avec tous les syndicats agricoles que à l'issue à la fois de la rencontre syndicale où le président de la République a fait un certain nombre de propositions, a dit qu'il y a des chantiers à ouvrir en plus de ce que nous faisons déjà. Après un débat de 2 heures avec l'ensemble des forces syndicales. Que la présidente, parfois, de la coordination rurale dise « Moi, je n'ai rien à dire sur la violence ». Ça, vous ne l'acceptez pas? Je trouve que quand on est un responsable, qui a intérêt, quand vous êtes responsable, à dire « Allez-y, allez-y ». Mais pour autant, si vous y voyez l'ombre du RN ou la main du Rassemblement national? J'attendrai, en tout cas, du Rassemblement national qui dise « La violence, jamais ». Parce que la violence, ça peut jamais être la solution en démocratie. Parce que la violence, à la fin, c'est la loi du plus fort. Si vous laissez rentrer des gens comme ça, qui viennent imposer leur loi, c'est la loi du plus fort. Et la loi du plus fort, ça vient taper les plus faibles, en fait, généralement à la fin. Et donc c'est pour ça que je trouve qu'on peut débattre, on peut ne pas être d'accord, on peut essayer de trouver des solutions de bonne foi, ce que nous essayons de faire. Mais l'idée de dire, je viens parce que j'annonce à l'avance que je vais produire de la violence, et je ne viens pas dénoncer des actes de violence. Vous avez vu les forces de l'ordre chahutées, vous avez vu parfois des animaux. Il y a des gens qui sont avec des poussettes, avec des enfants, et qui n'ont pas envie de... Est-ce que vous entendez le discours... RN attise les choses. Comment? Donc pour vous, le RN attise les choses, En tout cas, j'aimerais les entendre sur les voies de l'apaisement. Et pas sur le voie de allez-y, allez-y, allez-y. Par ailleurs, est-ce qu'il n'y avait pas un peu un effet salon Potemkin? C'est-à-dire, d'un côté, le président nous dit en deuxième partie de la journée à déambuler très librement, mais dans un cadre à ce point encadré que ce n'était pas un salon normal. Potemkin, ce que je vous disais tout à l'heure, on fait la même référence aux figurants, même si Potemkin, c'est plus historiquement lointain. Pas du tout. Enfin, je veux dire, on a rencontré des éleveurs qui nous ont dit un certain nombre de choses. Le débat qu'il fait avec des gens de la coordination de la FNSE et des GA, j'ai pas eu l'impression qu'on était dans quelque chose qui était normalisé, organisé. Quand même la première fois, nous avons tous couvert des salons de l'agriculture depuis des années, une dizaine d'années, voire plus. C'est la première fois qu'il y a un tel niveau de tension. C'était paroxystique, véritablement. Et ce n'est pas exagéré de le dire. Je dis juste que moi, j'ai rencontré des gens dans le salon hier. J'ai été passé la veille voir les agriculteurs. Je vais les voir cette semaine. Je croise des agriculteurs qui sont très exigeants, qui nous demandent des comptes, qui nous demandent des réponses, qui sont très impatients. On en reparlera tout à l'heure. Aucun d'eux vient... L'immense majorité d'entre eux n'œuvrent pas avec de la violence. Et donc ce sujet-là, évidemment, ça crée de la tension. Et quand vous avez... Et là, le sujet du président de la République et de ses équipes, c'était aussi de faire en sorte de protéger nos concitoyens. Parce que quand vous avez des gens qui forcent des portes et qui vont comme ça à pousser, derrière il y a J'entends, mais vous saviez que ça allait être un accueil, on va dire... Oui, mais le président, il ne se dérobe jamais à ces questions-là. Oui, mais est-ce que certains disent que ce n'est pas une provocation pour flatter son ego, pour montrer qu'il ne craint rien en mode même pas peur? Mettons-nous à la place où vous m'inviteriez aujourd'hui et le président de la République aurait renoncé. Vous avez dit, il a renoncé, il se défausse, il ne répond pas aux questions, il a peur de répondre aux agriculteurs. Le président de la République, chacun le sait, et ça fait longtemps d'ailleurs que ça se voit, il ne refuse jamais le débat, dans un cadre qui est un cadre républicain, mais le débat, y compris la confrontation, y compris quand elle est rugueuse. Donc le président de la République, il ne se défausse pas. Et donc il est venu parce qu'il y avait des gens qui nous attendaient, il y avait des gens qui avaient des choses à nous dire, il y avait des filières qui voulaient nous voir, et donc c'est comme ça qu'on a construit les choses. Et donc je trouve bien que le président de la République ait pu rester tout au long de la journée, rencontrer des filières, rencontrer des agriculteurs qui lui ont dit ce qu'ils avaient sur le cœur et ce qu'ils attendaient de nous. Regardez, monsieur le ministre, nous sommes en direct avec cette image, je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, avec la visite de la tête de liste RN aux européennes et président du RN, Jordan Bardella, au salon de l'agriculture. Alors manifestement, jugé par les images,
c'est un accueil plutôt positif, il n'y a pas de problème. Je vous ferai réagir à ce qui est dit. Comment vous jugez une telle visite aujourd'hui qui se déroule plutôt bien? Là, vous dites que c'est une bonne chose, en fait. Tous les responsables politiques de tous bords devraient être accueillis de manière... Mais moi, je n'appelle pas au blocage et au barrage à M. Bardella, c'est un responsable politique. Donc j'aimerais que lui-même dise, le président de la République va au salon, et il doit aller au salon dans des conditions de sécurité, pas seulement pour lui, des conditions de sécurité pour le grand public qui soient satisfaisantes. Donc moi, que des visites de responsables politiques se passent dans des conditions de dialogue et de respect mutuel, mais j'attends plutôt de M. Bardella qu'il dise la même chose, à l'endroit de ceux qui parfois, manifestement, cherchaient quelque chose hier de l'ordre d'un blocage du président de la République. Deuxième élément, on reviendra juste, sans doute sur le fond, c'est tellement plus commode quand vous n'êtes pas en situation de responsabilité de promettre des choses dont vous savez peut-être à l'avance que vous n'aurez pas à les appliquer. Allons-y, parce que hier, le président de la République a qualifié le projet européen du Rassemblement national d'un projet d'appauvrissement et de décroissance. Est-ce que vous pouvez nous citer très spécifiquement une mesure? Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Comme M. Bardella a dit, il n'y aura plus que des produits français dans les cantines ou dans la restauration. Eh bien, dans la minute qui suit, il y a plus d'1 million de bovins qui passent nos frontières vers l'Espagne et l'Italie. Je parle dans l'espace européen, hein. Dans la minute qui suit, on ne saura pas quoi faire de nos bovins, on ne saura pas quoi faire de nos fruits et légumes, on ne saura pas quoi faire de notre vin. Donc cette idée d'une préférence nationale stricte aux produits français, c'est à la fin la sortie de l'Europe. C'est un Frexit pour vous caché? Si vous ne respectez pas les règles de la copropriété, la question c'est de changer les règles de la copropriété éventuellement. Mais si vous dites, moi, il y a pas, le marché unique, c'est quand même une vieille histoire en Europe. Si vous dites, je n'accepte rien d'autre que des produits français sur le sol français. Vous croyez qu'il se passe quoi avec les Italiens, les Espagnols, les Allemands, les Polonais? Quand il y a eu la crise de la MHE, sur la maladie hémorragique épisodique sur les bovins, j'ai appelé mon collègue italien, j'ai appelé mon collègue espagnol, j'ai dit il faudrait que vous ouvriez rapidement les frontières. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Monsieur le ministre, qu'on soit précis ce matin sur CNews Europe 1, vous nous dites que si on ne respecte pas ces règles-là, ça vaut Frexit, c'est-à-dire sur tous les autres sujets. Mais si on peut dire aussi qu'on ne respecte pas Frexit. les règles, les critères de Maastricht, qu'on respecte. Enfin, je veux dire, si on ne respecte pas les traités que nous nous sommes donnés, que parfois, on y reviendra peut-être tout à l'heure sur le Green Deal et autres, on ait besoin de changer les règles. Mais si vous dites je ne respecte pas les règles communes, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Mais d'autres pays l'ont fait. Il faut les forcer un peu les règles quelquefois. Mais c'est ce que je vous dis. Alors je suis d'accord avec vous. Qu'on ait besoin de changer les règles. Je ne vous dis pas d'un RBA en sautant comme un cabri, comme aurait dit le général de Gaulle. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Je vous dis, mais à ce moment-là, c'est dans le cadre A27 que vous changez les règles. Et pas tout seul dans votre coin. Mais il faudrait les changer. Il y a des règles, on va y revenir peut-être tout à l'heure, mais il faut changer des règles sur un certain nombre de sujets, y compris une philosophie. Majeur, parce que si on va dans un autre domaine que l'agriculture, sur l'immigration ou d'autres sujets, on a vu des pays comme le Danemark et d'autres qui se sont affranchis de certaines règles sans provoquer. Mais ils ne sont pas affranchis définitivement du droit européen, y compris de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais temporairement, ils l'ont fait, sans qu'il y ait de problème. Mais ça veut dire que dans la durée, ils sont revenus aux règles de droit commun. Que les Polonais l'ont fait, par exemple, et moi je l'ai regretté sur la question de l'importation des céréales en disant j'accepte plus les céréales d'Ukraine. Mais après, il faut qu'on ait un cadre commun. Si chacun fait ce qu'il veut, tout le temps, il n'y a plus d'Europe. Mais sur le plan d'analyse, on peut dire il y a des règles européennes qui désavantagent la France et les éleveurs français? Pas que les éleveurs français. Quand vous avez un Green Deal, il faut qu'on change la philosophie du Green Deal. La philosophie du Green Deal sous-jacente a été trop vécue, mais réellement, c'est pas que vécu, comme une philosophie décroissante. Vous pouvez pas avoir une philosophie... On reproche un peu au RN. Oui, mais il me semble qu'on a besoin... Oui, enfin... OK, on a besoin d'avoir une trajectoire de décarbonation quand même. On a besoin, vous et moi, autour de cette table, on est soucieux de l'environnement, de santé, de biodiversité. Simplement, la trajectoire qui dit on va faire ça au prix de la baisse de production... Ça marche pas. Mais pourquoi on l'accepte pas? Attendez, monsieur le ministre, on va revenir vraiment en détail sur le Green Deal et tous ces sujets. À l'instant, Jordan Bardella affirme que le Rassemblement national a toujours été du côté des agriculteurs depuis 10 ans et que le président de la République, dit-il, n'a manifestement plus les capteurs du pays dont il est président. C'est un président déconnecté qui est en total décalage avec le pays. Que répondez-vous à cela? Bon, écoutez, j'aimerais bien que M. Bardella fasse un débat comme a fait le président de la République hier. Il le demande avec Gabriel Attal. Non, mais un débat avec des agriculteurs. Et puis qu'il maîtrise aussi bien les dossiers et la complexité des sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que aller déclamer... D'abord, c'est très intéressant de dire, ça fait 10 ans que je m'y intéresse, comme quoi il y avait peut-être un doute dans l'opinion publique, peut-être qu'il se défausse de quelque chose. Depuis 10 ans, on n'a pas entendu M. Bardella et Mme Le Pen profondément engagés sur ces sujets. Enfin, c'est pas un reproche, hein, mais en tout cas, c'est une réalité qu'on a sous les yeux.
Mais le président de la République, dans les réponses qu'il a faites hier aux agriculteurs, j'ai pas eu l'impression qu'il n'était pas connecté avec la réalité, les problèmes des agriculteurs, y compris en apportant des solutions. Donc il faut arrêter de dire des choses. Que M. Bardella a réuni 60 agriculteurs et qui lui parle des sujets européens, des sujets de normes, des sujets de rémunération, et on verra s'il est capable de produire quelque chose. Ils ne sauront pas y répondre. Est-ce qu'il n'y a pas de maîtrise? Écoutez, on verra, mais c'est déambuler et déclamer juste son amour de l'agriculture. Je vous assure, je fréquente beaucoup les agriculteurs, je les connais depuis très longtemps, ça va pas suffire longtemps. Hein. Bien, on va marquer une pause, Marc Fesneau, et continuer à évoquer les sujets de fond, effectivement, Green Deal, le prix plancher, le plan de trésorerie, et puis on reviendra sur cette vraie fausse invitation. Est-ce que vous avez le fin mot de l'histoire sur les soulèvements de la terre? Une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous et surtout avec notre invité, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. Nous allons évidemment parler des annonces, des engagements hier pris par le président de la République. Beaucoup d'agriculteurs attendent vos précisions. Monsieur le ministre, nous vous demanderons aussi si tout ne se joue pas à Bruxelles et quelle est votre marge de manœuvre. Mais d'abord, sur la forme, le grand débat ne s'est pas tenu. Finalement, il y a eu des échanges en format restreint hier entre le président, des agriculteurs et des organisations syndicales. Et le président a vigoureusement démenti l'invitation des soulèvements de la terre. Il était même en colère, Emmanuel Macron. Mais finalement, il y a un communiqué des soulèvements de la terre qui confirme avoir été contacté par les cabinets de Gabriel Attal et de Pascal Canfin. Est-ce que vous n'assumez pas cette invitation? Ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République, c'est lui qui a demandé la dissolution des soulèvements de la terre au Conseil des ministres. Compte tenu des actes qu'ils avaient commis à Sainte-Soline et continuellement sur un certain nombre de sujets. Qui a été évoqué parce qu'on ne va pas se raconter l'histoire, qui a été évoqué dans un brief presse l'idée qu'il pouvait être invité. Mais enfin, moi, ce que je sais, c'est qu'aucune invitation n'a jamais été formulée au soulèvement de la terre. Et que le président de la République a eu raison de le rappeler hier. Donc quelqu'un est en train de mentir. Comment ? Quelqu'un est en train de mentir. Eux confirment qu'il y a eu une invitation. Nos journalistes, je peux me permettre, ont appelé l'Élysée à la fin de la semaine. Ce sont des conseillers de l'Élysée, précisément conseillers techniques et conseillers de presse, qui ont annoncé l'invitation des soulèvements de terre, qui l'ont confirmé cette invitation. Monsieur le ministre, soit cette invitation, vous ne l'assumez pas, soit les conseillers, et c'est plus grave, peut-être prennent seuls des initiatives. Non, mais il peut arriver que certains évoquent des sujets et que ça n'ait pas été validé en termes d'invitation. Ce que je peux vous dire, c'est que le président du Salon et son organisation n'ont pas été mandatés pour inviter les soulèvements de la terre. Deux, que le président de la République a redit ces choses-là hier. Troisièmement, compliqué de donner crédit totalement à une association ou à un espèce de groupement dont la seule œuvre, c'est de lancer du cocktail Molotov. Il y a un moment, on sait où les gens... Et qualifié d'éco-terroriste par le ministre de l'Intérieur. Oui, mais ils ont quand même les actes qu'ils posent. D'ailleurs, ils l'ont dit hier, je crois, dans un communiqué, en disant « Nous, on ne veut pas débattre, de toute façon. Nous, notre mode, c'est l'action. » Enfin, et l'action, il manque 3 petits points, violente. Parce que à quel moment l'action a été autre chose que violente? Donc... Que le soulèvement de la terre essaye de jouer avec tout ça. Mais enfin, la parole du président de la République, elle s'est exprimée sur ce sujet-là. Elle s'est exprimée à Sainte-Soline quand nous avons fait droit à la demande des agriculteurs pour lutter contre les violences. Parce que c'est ça qu'on a fait. On a défendu des biens et des personnes. Et qu'elle s'est poursuivie au moment où Gérald Darmanin, je soutenais d'ailleurs tout à fait son initiative et demandait les soulèvements de la terre. C'est les actes qui comptent dans cette affaire-là. Cette affaire d'invitation, il faut qu'on la mette derrière nous. Parfois, les paroles comptent. C'est-à-dire que si vous aviez très rapidement dit « ils ne sont pas invités », pas du tout, on se désolidarise. Ça a été très rapidement dit qu'ils n'étaient pas invités. Ça a mis le feu aux poudres, monsieur le ministre. Non mais... Que ce qui avait été dit dans un brief presse et puis susciter l'émoi, la vérité, c'est qu'ils n'ont pas été invités. Donc c'est aussi tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'un groupe respectable dans la vie publique. Je ne sais pas ce que c'est que ce groupe. Oui, pour moi, c'est un groupe qui n'est. Je ne dialogue pas par postulat. Et j'ai toujours été comme ça, avec des gens qui disent moi, soit tu es d'accord avec moi, soit je t'impose mon point de vue par la violence. C'est impossible en démocratie. Sinon, c'est la tyrannie qui s'organise. Le débat, c'est pas. Ce que nous avons entre nous, c'est pas soit tu es d'accord avec moi et je te laisse passer, soit tu n'es pas d'accord avec moi et je t'entrave. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc les soulèvements de la terre, ils n'ont qu'un motif. Ils l'ont fait au Lyon-Turin, ils l'ont fait à la ZAD de Nantes, ils le font sur les réserves de substitution. C'est des gens qui ne veulent pas dialoguer et dont le moteur principal est la violence pour imposer des points de vue. Et donc on dialogue pas avec ces gens-là. C'est aussi simple que ça. Et pour moi, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est comme ça que le président de la République, c'est ce qu'il a dit hier, et c'est ce qu'on a fait. Alors, on peut regretter qu'on n'ait pas... Alors, il faut regarder bien les attendus du Conseil d'État, parce qu'il dit quand même qu'il y a des actes répréhensibles dans les modalités d'action. Après, en droit, il dit ce qu'il a à dire, c'est le Conseil d'État, je ne vais pas le commenter. Enfin, quand même, on a posé un acte. On n'a pas tous les matins au Conseil des ministres des actes de dissolution d'association. C'est suffisamment rare
faut quand même le signaler, ça a été fait par le président de la République et demandé par le président de la République. Finalement, Marc Fesneau, le président a échangé hier dans un format réduit par rapport au grand débat qui était initialement prévu. On va aller sur le fond des engagements et vous êtes attendu sur cela. Mais une question comme à quoi servent ces grands ou ces petits débats, puisque vous savez tout et je crois qu'on sait, et le grand public aussi, a beaucoup entendu les doléances, les revendications, les demandes, la souffrance des agriculteurs. Certains disent que cela sert à mettre en scène un président qui, il est vrai, maîtrise techniquement tous ces dossiers. D'abord, c'est bien qu'on ait un président de la République qui maîtrise ses dossiers et qui perçoive la réalité du monde agricole. Premier élément. Deuxième élément, vous voyez bien que dans la crise qu'on a là, on a une sédimentation de réglementation nationale et européenne. Je prends ma part, hein, enfin je veux dire, je ne me défausse pas en disant c'est les autres. Hein. Et puis j'endosse après tout collectivement la politique qui a été menée sur un certain nombre de sujets. Il y a une forme de sédimentation de sujets. Il y a une sédimentation de crise. Je réunissais les filières animales ce matin. Je vous assure que le sujet de la filière porcine n'est pas du tout le sujet de la filière bovine. Et une fois que vous avez tout ça sur la table qui est sorti, la question c'est comment on organise la réponse. Et donc ces débats-là, ces échanges-là, c'est aussi pour regarder les points qui sont les points les plus saillants. Et le président de la République, faire devant les caméras? Parce que si on ne le fait pas devant les caméras, on nous dirait c'est cachotier. Et d'ailleurs, ça a été vu avec les organisations syndicales en disant on fait rentrer 20 personnes de chaque syndicat, il y aura des caméras, est-ce que vous voulez? Oui, parce que évidemment la parole, celui qui nous engueule, pardon du terme, il a envie qu'on voit la parole qu'il dit publiquement. Il n'a pas envie que ce soit simplement dans le cadre calfeutré d'un huis clos. Il y a plus de risques pour le président de la République que pour celui qui nous interpelle en faisant ça. Donc c'est plus lisible. Et donc après, il faut qu'on se mette autour de la table pour regarder concrètement. Et le président de la République, à l'issue de cet échange, il a demandé aux organisations syndicales, avec un certain nombre de réponses, que ne faisons pas fi, on en reparlera peut-être des réponses qui ont été apportées, il a demandé de dire quels sont les 3-4 sujets pendants encore sur lesquels il faut qu'on avance pour qu'on arrive à sortir et en tout cas à se projeter de cette crise. Est-ce que vous avez l'impression d'être le ministre d'une crise qui se prépare depuis 30 ans? C'est-à-dire, j'ai l'impression une forme de travail de fond, de crise de fond, et vous êtes le contemporain d'une crise qui vous dépasse, en fait. Oui, c'est une crise de foi FOI, si je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a une crise du revenu, il y a une crise du rapport à la politique agricole commune, et puis il y a une crise de sens. C'est-à-dire que la politique qui a été construite à l'issue de la guerre, je rappelle que nous avions des tickets de rationnement en France à l'issue de la guerre, et ça a duré quasiment 10 ans. Donc cette idée que la souveraineté est acquise n'est pas complètement à oublier. Il faut quand même, c'est un travail quotidien. Et on a construit une politique agricole où on l'avait dit aux agriculteurs très clairement, il faut produire plus, à des prix qui soient raisonnables. La PAC a accompagné pour ça. Et le fil de ce sens-là s'est perdu au fur et à mesure des années. Alors c'est imperceptible, c'est ici un rapport, ici un commentaire, ici une attaque. Et c'est ce fil-là qu'il faut renouer. Et c'est ça qui est compliqué aussi. Parce qu'il ne suffit pas de dire je mets 50 millions pour telle ou telle crise, pour retrouver le fil du dialogue et donner le sentiment aux agriculteurs qu'on fait plus que gérer de la crise, mais qu'on redonne du sens à leur métier. C'est ça qui est une vraie difficulté. Voilà. Mais il faut que le cadre européen y réponde aussi. Voilà la complexité. Il faut que le cadre européen y réponde. Vous allez nous le dire dans quelles sont les marges de manœuvre que vous avez, monsieur le ministre, alors que certains affirment aujourd'hui que tout se décide à Bruxelles. Et on va revenir maintenant en détail sur le prix plancher, sur le plan de trésorerie et évidemment sur le cadre européen. Une courte pause et on se retrouve sur nos 2 antennes. En direct sur CNews et Europe 1 et en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Je le dis à nos auditeurs Europe 1, les téléspectateurs de CNews voient cette image avec la visite de la tête de liste RN aux européennes et président du RN, Jordan Bardella. Nous sommes avec le ministre de l'Agriculture, invité de ce grand rendez-vous. Peut-être un commentaire, il est vrai que l'on voit là un haut responsable du RN qui est accueilli avec une nuée de caméras et de micros, mais aussi beaucoup d'agriculteurs qui ont fait des selfies marque Fesneau et puis qui se mettent en scène tout à fait ouvertement avec le Rassemblement national. Comment vous jugez une telle visite plutôt réussie si l'on en croit les images? Mais ce qui doit être une réussite, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs. C'est pas de faire des selfies, pardon. Enfin, quand on est responsable politique, dans le mot responsable politique, ce qui est important dans cette phrase, c'est responsable. Tant que vous ne gouvernez pas, c'est assez commode parce qu'en fait, vous n'avez pas à vous confronter au réel. Et nous nous confrontons au réel. Donc moi, je ne crois pas que le selfie soit le gage d'une réponse au sujet agricole que nous avons devant nous. Il ne suffit pas d'être populaire sans réponse. Il faut être populaire avec des réponses ou prendre le risque de l'impopularité
parce que les réponses sont complexes. Mais alors Sinon, c'est pas un sujet de responsable politique. Est-ce qu'on peut dire demain on rase gratis, il va faire beau, la vie va être belle? Vous pouvez pas avoir autre chose que des selfies quand vous dites ça. Après, quand vous vous confrontez au réel, comment ça se passe? Monsieur Bardella, il a des collègues dans l'Europe qui le soutiennent pour un certain nombre d'entre eux, qui gouvernent. Demandez aux collègues hongrois, demandez à ses anciens collègues polonais, demandez avec qui je travaille, hein, aux collègues italiens, comment ils vivent la situation. Vous croyez qu'ils ont une situation simple aussi? Vous croyez que la question de la rémunération n'existe pas en Italie? Mais c'est une blague, honnêtement. Hein. Donc la question, c'est de répondre à l'attente et au désespoir des agriculteurs. Alors, allons-y sur le fond. On va garder un œil sur ces images en direct depuis le Salon de l'Agriculture. Une annonce qui était très attendue, Monsieur le Ministre, autour d'un plan de trésorerie d'urgence. Emmanuel Macron a aussi promis un recensement des exploitations les plus en difficulté. Vraiment, c'est l'une des annonces majeures. Elle était demandée quasiment par tous les responsables syndicaux. De quel montant d'abord de trésorerie parle-t-on? Mais c'est ça qu'il faut qu'on documente. Le président de la République, on voit bien qu'on a des situations de trésorerie qui sont dégradées dans un certain nombre de filières. Je pense à l'élevage, pas tout l'élevage. Parce que la filière porcine va plutôt mieux qu'il y a 3 ou 4 ans. Le président de la République nous a demandé à ce qu'il y ait une réunion macro, si je peux dire, au niveau national demain, sous l'égide de nos ministères, dont le ministère de l'économie et des finances, pour regarder ce que pourraient être les principes de base d'un soutien en trésorerie. Ça veut dire quoi? Alors c'est pas un PGE, plan prêt garanti par l'État, mais comment on fait en sorte que dans la passe difficile dans laquelle se trouvent les agriculteurs, on fasse glisser un certain nombre de remboursements d'emprunts. Mais ça va être quoi les critères? Ça va être précisément, ça démarre demain. Donc, non mais ce qui démarre demain, c'est le cadre général sur lequel on va travailler sur les critères. Vous vous doutez bien que le principe, le président a lancé des chantiers sur un... Il y a des réponses déjà apportées qui ont été imaginées avec le Premier ministre et le président de la République. Deuxième élément, il nous a demandé de travailler sur ces questions de trésorerie. Donc c'est de regarder sur des critères de perte de BE, sur des critères, est-ce que c'est la question des cotisations sociales, est-ce que c'est la question des banques? Et puis il faut qu'on fasse ça avec les banques. Alors comment? Parce que c'est ce qu'a dit Emmanuel Macron. Vous allez vous réunir demain avec le ministre de l'économie et vous réunirez tous les acteurs concernés, mais banques, assurances, mutualité sociale, agricole, pour mettre la pression sur ces acteurs. Ce sera votre rôle? Oui, la pression et la pression intelligente. Je veux dire, l'ensemble du... Est-ce qu'il y a une pression qui ne l'est pas? Mais c'est pas la pression c'est le bâton de Lucas et du bâton. C'est les banques, elles ont été aidées quand il y a eu la crise financière. Il faut qu'elles s'en souviennent. Au fond, on leur a fait, c'était pas des prêts de trésorerie, mais je dis ça sous l'œil d'expert, on les a aidés à passer un cap où elles avaient un problème. Au moment de la crise Covid, on a aidé un certain nombre d'entreprises dans cette phase difficile. Il y a un certain nombre d'agriculteurs pour lesquels, pour des raisons diverses, des crises de filière, des crises parfois géographiques. Languedoc-Roussillon, ils ont une crise liées aux problèmes climatiques. Comment? Alors on les a déjà accompagnés. Vous avez demandé aux banques de faire un moratoire, il faut qu'on regarde avec eux sous quelle forme ça peut prendre. Est-ce que c'est du rééchelonnement? Est-ce que c'est un moratoire? Est-ce que c'est une prolongation? Est-ce que c'est... Mais vous avez une enveloppe pour ça? Vous avez Mais c'est avec les banques qu'il faut le construire. Mais le président... je veux dire, reporter une échéance, c'est pas forcément de la dépense supplémentaire seulement. C'est aussi la capacité d'entraînement qu'on a. On l'a fait sur la viticulture. Moi, j'ai demandé aux banques de transformer les PGE en pré-relais à des taux qui soient... On a le Crédit Agricole, pour ne pas le nommer, qui s'est engagé à faire ça. Je veux dire, ça ne m'a pas coûté un sou, ça. Simplement, vous avez des acteurs bancaires. Les acteurs bancaires, ils ont des encours bancaires. Ils ont intérêt à ce que ceux qui ont leurs encours bancaires chez eux, ils continuent à vivre et ils retrouvent de la prospérité. Parce que dans un certain nombre de cas, c'est un mauvais moment à passer. Il faut qu'on retrouve une trajectoire. Mais il y a aussi des demandes de soutien en trésorerie. C'est pas seulement reporter une séance. Pardon de vous dire que les éléments de soutien en trésorerie, 150 millions sur l'élevage, sur des mesures fiscales et des mesures sociales, 80 millions de fonds d'urgence sur l'élevage, 80 millions de fonds d'urgence sur la viticulture, 50 millions passés à 100 sur le bio. Donc ça, c'est des aides en trésorerie. Donc on a besoin de construire avec le réseau bancaire, regarder les principes. Et le président de la République a demandé aussi que territorialement, dès demain, oui, puisque nous sommes dimanche, dès demain, lundi, on regarde les situations et qu'on fasse remonter par les voies syndicales, par les voies des chambres d'agriculture, par les voies des comptables, les difficultés que rencontrent un certain nombre, les plus urgentes, pour que ces dossiers-là puissent être traités en priorité, à la main, si je peux dire. Priorité, évidemment. On puisse les traiter en priorité. Un plan d'urgence. Autre annonce importante, Marc Fesneau, sur le prix plancher au niveau européen. Avant d'évoquer les modalités éventuelles de son application, pourquoi vous avez changé d'avis? Regardons ce que vous disiez il y a à peine quelques semaines ou quelques mois. C'était le 27 janvier
dernier. On va voir votre citation s'afficher sur l'antenne et je vais la lire aux auditeurs d'Europe 1. On va la voir dans quelques instants. En tous les cas, vous étiez totalement si vous contre... citez les grands auteurs. Vous qualifiez de mémoire, la voici, les propositions démagogiques du genre, on va fixer une obligation de prix plancher, ce qu'on ne peut faire que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas faire sur les prix des autres pays. Qu'est-ce que cela fait? Bon, alors pourquoi ce qui était démagogique hier devient pertinent? Parce que je vais vous expliquer, on me faisait réagir, et vous le savez, sur la proposition de loi LFI. Proposition de loi LFI, c'était prix plancher, encadrement des marges, fixation d'un prix par le gouvernement. Pas tout à fait ce qu'on a dit hier. Monsieur Fesneau, non. Vous aviez dit que sur le prix plancher, je vous ai écouté lors de cet entretien, c'était démago. Mais dans ce cadre... Parce que ça venait de LFI peut-être? Non. Qu'est-ce que propose LFI? Il proposait, si j'ai bonne mémoire, le fait que, au début d'année, on décide d'un prix fixe, le gouvernement décide le prix du lait, c'est, allez, je sais pas quoi, 1,20 € du litre. Ça, c'est un truc de système soviétique. Et je persiste à dire que c'est un modèle soviétique. J'appelle votre attention sur le fait que vous faites ça en 2022. Au début de l'année, vous n'avez pas la guerre en Ukraine. Vous dites le prix, c'était 1,20 €, et puis on ne tient pas compte des questions inflationnaires. Voilà, le prix, en l'occurrence, c'est plutôt 40 centimes. Mais... Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est... Non, mais 1,20 €, j'étais sur le prix du consommateur, j'étais pas sur le prix du producteur. Le président de la République a demandé à ce qu'on fasse un travail. Il y a 2 députés qui sont saisis de cette question, le député Isard, la députée Babot, sur évaluation d'Egalim, 2, comment on construit un prix qui soit basé sur les coûts de production. Il y a des indicateurs de production, ils ne sont pas toujours mis en œuvre dans tous les secteurs. Deuxième élément, il y a de la contractualisation, elle n'est pas mise en œuvre dans tous les secteurs. Troisième élément, à partir de ça, est-ce qu'on ne construit pas un prix à partir duquel se construit le prix final, et donc un prix plancher de paiement aux agriculteurs. Comment faire pour que les 27 s'harmonisent autour si je peux me permettre, il y a 2 sujets. Il y a un sujet français, et par ailleurs, alors ça revient aussi au débat européen, c'est de regarder aussi qu'est-ce qu'il faut faire évoluer dans le cadre européen pour que ça puisse... Mais c'est ce qu'a demandé, que le président de la République a demandé qu'on travaille là-dessus. Vous demandez qu'on travaille, mais Marc Fesneau, pardonnez-moi, vous demandez qu'on travaille, j'espère, mais comment vous faites? Comment vous faites pour harmoniser ce qui est moi, je vais vous dire, totalement inharmonisable, si le terme ça fait un peu plus de 18 mois que je suis au ministère de l'Agriculture. Le sujet qu'on avait sur la table là, il n'existait pas dans le débat que nous avions au Conseil des ministres de l'Agriculture. Personne n'évoquait cette question-là. Les Espagnols ont fait quelque chose qui ressemble à ça, avec des difficultés d'ailleurs. Alors ils appellent ça prix garanti, prix plancher. Enfin, je ne rentre pas dans les détails. Et le problème qui s'exprime au travers de la voix de tous les ministres de l'Agriculture et au-delà de leur gouvernement, c'est comment on fait en sorte qu'on n'ait pas des fluctuations liées à la géopolitique et au climat. Et donc, c'est un débat qui est en train de naître et de mûrir au niveau européen. Vous l'appelez prix minimum garanti? Non, je disais en Espagne, je ne sais plus si c'est prix minimum garanti. Prix minimum garanti. Non, c'est pas un prix minimum garanti. Il faut que ça se construise à partir des coûts de production, qu'on soit d'accord sur les prix. D'accord, mais si on a des coûts de production supérieurs à des pays voisins en Europe, comment on fait si notre prix garanti, notre prix plancher est supérieur à celui de nos voisins? C'est pour ça qu'on a besoin de travailler sur quelque chose qui soit quelque chose dans nos frontières. Egalim, ça n'est que français. Oui, donc en fait, on ne peut pas le faire en France. Attendez, vous dites. Non, mais excusez-moi de vous dire que sur un certain nombre de filières qui sont aujourd'hui sur Egalim, le prix se construit bien par la marche en avant à partir de critères de coûts de production. Je pense au lait. Après, il y a des débats et parfois des conflictualités, et parfois il faut passer par le médiateur ou la réglementation pour le faire respecter. Mais ça existe en France sans que les 26 autres pays l'aient fait. Donc l'idée, c'est de faire monter ça en puissance au niveau européen. Et deuxièmement, sur un certain nombre de filières, qu'on puisse aller plus loin sur les prix de référence, enfin la construction du prix, les coûts de production, pour faire en sorte qu'on identifie ce qu'est un prix en deçà duquel, de toute façon, le producteur n'est pas rémunéré. Mais sur le fond des choses, rien de tout cela n'est possible sans une modification du cadre européen. Alors, je pense qu'il y a une part qui est nationale et il y a une part sans doute qui doit être une évolution du cadre européen. D'ailleurs, le président de la République l'a dit très clairement. Mais il avait dit il y a quelques jours... La France peut plaider sa cause à l'Europe, mais elle n'est pas certaine de gagner. Non, mais c'est pas parce que le combat est difficile qu'il faut renoncer au combat. On y reviendra tout à l'heure sur des mesures qu'on a obtenues. C'est pas parce que vous l'avez demandé que ça va arriver aussi. Oui, mais enfin, on peut faire confiance aussi au fait que... Oui, on peut faire confiance à la capacité de persuasion. Et je répète que dans l'espace européen, je vois des débats que je n'aurais jamais cru voir depuis quelques mois. Clause miroir, même si on n'est pas assez loin, on est d'accord. La question de la rémunération, c'est une nouveauté européenne parce que tout le monde voit. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il a fallu attendre que la crise agricole essaime partout en Europe pour qu'à Bruxelles on se rende compte. Oui, mais je pense que d'ailleurs, oui, parce que la prise de conscience, nous disions ça, parce qu'Egalim, c'est chez nous qu'on l'a inventé. Donc nous le disions. Mais quand nous en parlions à nos collègues européens, ils disaient non, dans une économie
comme la nôtre, on ne peut pas faire ça. Nous, on l'avait commencé à le faire avec des résultats, il faut dire les choses, même s'il y a des failles et que toutes les filières ne sont pas dans Egalim, il faut le dire aussi. Mais vous avez aussi des filières qui ne veulent pas de prix plancher, parce qu'ils vous disent, s'il y a un prix plancher, ça va devenir l'objectif. Mais ça, c'est pour ça qu'il y a un travail à faire. Le président a demandé à ce qu'il y ait un travail filière par filière, parce que oui, il y a des filières qui disent ça. Et donc, quelle est la part de l'intérêt qu'elles trouveront ou pas à ça? Oui, il faut qu'on y travaille avec elles, parce que c'est vrai que, par exemple, la filière fruits et légumes n'est pas dans Egalim. C'est un choix. Pourquoi? Parce qu'ils veulent pouvoir dégager des volumes à des prix inférieurs au coût de production, parce qu'on sait très bien que les fruits et légumes, c'est très erratique en termes de production. Il suffit de 15 jours de chaud pour que tout d'un coup affluent sur le marché des produits. Bon, regardons avec eux, et chacun prendra ses responsabilités. Personne ne doit être forcé dans cette affaire, mais c'est pour ça que ça doit se travailler, me semble-t-il, avec les filières. Alors, avec les filières, et puis le cadre européen. Il y a une question majeure, Marc Fesneau, c'est qu'en est-il de notre souveraineté, de notre capacité à décider pour nos paysans français? Qui décide encore et où est le pouvoir? Et si vous le permettez, on va prendre un exemple précis que vous connaissez très bien, sur l'Ukraine et le poulet ukrainien. Le président hier a été interpellé à ce sujet. Il a dénoncé, je vous dis exactement, le milliardaire ukrainien, le fameux roi du poulet, qui profite de la situation avec des poulets ukrainiens qui sont déversés notamment dans nos cantines. Mais quand on lui a demandé précisément, est-ce qu'il faut remettre les barrières, Monsieur le Président, il dit ceci, il dit on va essayer d'obtenir des choses. Mais en attendant, que dites-vous aux paysans français aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont défavorisés par rapport aux éleveurs ukrainiens? Alors, en 2 minutes, il y a 3 problèmes. Il y a un sujet qui est solidarité à l'endroit des Ukrainiens qui sont en guerre. Donc c'est dans une économie de guerre, quelle est la part que peut prendre l'Europe? Donc c'est des aides militaires. Et puis, en première intention dès 2022, comme l'Ukraine, sa puissance principale, c'est pas l'automobile ni l'aéronautique, c'est plutôt l'agriculture. Donc on a dit, comme c'est la puissance ukrainienne qui s'exprime là, on leur ouvre les frontières. On s'est rendu compte qu'il y avait une déstabilisation des marchés. La Commission européenne, on va en débattre demain, a mis un certain nombre en place de propositions qui visent à remettre des barrières douanières. Pour l'instant, elles ne sont pas remises. Pardon. Il y a une proposition de barrière... Une proposition, Monsieur le Ministre. Oui, non mais... Mais est-ce il y a que des vous calendriers. demandez, mais oui, on va le demander, bien sûr. Totalement. Mais quand je dis il y a une proposition, on va le demander. Il faut juste qu'on se mette d'accord sur les volumes qui restent. Mais est-ce que vous diriez clairement que les agriculteurs français et européens plus largement ont payé le prix de l'aide à l'Ukraine? Oui, mais enfin, il faut justement... Il ne faut pas qu'il y ait une désolidarisation de l'aide à l'Ukraine. Peut-être était-ce nécessaire, mais est-ce qu'ils ont payé le prix dans tout ça? Mais nous tous, on a payé le prix, mais ce n'est pas la faute de l'Ukraine. Pas de la même manière. Non, attendez, l'inflation, vous croyez que ça vient d'où? Nous sommes d'accord. La hausse de l'énergie, vous croyez que ça vient d'où? Qui l'a payé? Tout est de la faute à la Russie. Parce que excusez-moi, l'augmentation du prix du gaz, si ce n'est pas la faute à la Russie, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute à l'air du temps. Enfin, je veux dire, le prix du gaz a augmenté, la désorganisation du marché des céréales, c'est pas M. Zelensky qui l'a voulu. Le prix de l'électricité, Marc Fesneau, ça peut être dû à des errements de nos décisions sur le nucléaire. Oui, non mais on s'est remis dans une trajectoire, vous l'aurez remarqué, c'est nous qui l'avons fait, pas les gouvernements précédents. Très bien, mais après une autre trajectoire, reconnaissez-le aussi. Mais très bien, mais reconnaissons aussi qu'il y a 5 ans, vous alliez sur peu de plateaux télévisés dire la mode, c'était il faut sortir du nucléaire. Puis tout d'un coup, maintenant, la mode, c'est il faut faire avec du nucléaire. Ça dépend sur quel plateau. Oui, non, c'est pour ça que Mais quand même, globalement, l'air du temps était il faut sortir du nucléaire, faut faire. Tout le monde disait ça un peu. Avec de la bémonisation. Gouverner, c'est aller contre la mode. Oui, mais d'ailleurs, on est allé contre la mode, parce que c'est nous qui avons aussi, dans la trajectoire, et c'est très long quand vous... C'est pour ça que les stratégies de souveraineté sont importantes. Mais ce que je veux dire par là, c'est les agriculteurs, ils ont payé d'une certaine façon une partie de ça, aussi par le marché des céréales qui est désorganisé. Si j'avais pas des céréales à 180 € ou quelque chose autour de 200 € la tonne, mais plutôt à 250 ou 280, mais ça, c'est parce que Monsieur Poutine va sur tous les marchés, notamment africains, et il donne des céréales à prix zéro, qui sont d'ailleurs pas de bonne qualité. Et avec ça, il sature les marchés et il empêche les Ukrainiens, mais nous aussi, Français, d'aller sur les marchés. C'est une réalité économique, une réalité géopolitique. Simplement, il y a un moment où la désorganisation des marchés est telle, je pense à la volaille, je pense aux œufs, je pense au sucre, qu'il faut remettre des barrières qui étaient existantes avant 2022, parce que là, en fait, on a libéré, il n'y a plus de droits de douane. Là, il faut qu'on dise, à partir d'un certain seuil, les droits de douane s'appliquent. Donc on revient sur les mesures initiales en T. Et puis on a un sujet céréales. Alors, ce n'est pas les mêmes règlements, je rentre pas dans la... Le problème, c'est toujours la même chose, c'est le calendrier. On aurait pu s'en rendre compte un peu plus pardon tôt, de vous dire, le calendrier, il est très connu. Et en attendant, on se retrouve dans cette situation. Le calendrier, il est sur rétroactif année 2024. Donc tout ce qui rentre maintenant, une fois qu'il y aura le quota, ça s'arrêtera. Ça s'appliqueront des droits de douane.
Et le calendrier est très connu, puisque c'est moi qui ai demandé, la Commission européenne demandait à ce qu'il y ait une prolongation des mesures sur 2 ans. J'ai dit, moi, je veux qu'on les ait que sur 1 an. Donc, au plus tard en juin, plutôt fin mai d'ailleurs, les mesures que nous sommes en train de négocier, elles vont être appliquées et on en arrêtera avec, effectivement, parfois, là, pour le coup, sur la volaille, des oligarques qui s'enrichissent sur le dos à la fois des Français, mais des Européens, mais un peu des Ukrainiens. Et côté à Londres. On va marquer une pause et parler, monsieur le ministre, des accords de libre-échange, du Mercosur, de la campagne des Européennes, peut-être lancée hier par le président de la République. On se retrouve dans quelques instants. La suite du grand rendez-vous européen CNews, les Échos et notre invité, le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire. Et la question vous est posée par Mathieu Bock-Côté. Alors, qui dit crise en ce moment autour du monde agricole, dit la question du Green Deal. Et plusieurs disent que le Green Deal est en fait coupable, ou à tout le moins porteur d'une philosophie de la décroissance. Est-ce aussi votre avis? Moi, je pense qu'il y a un grand malentendu sur le Green Deal, parce que le Green Deal, en tant que nécessité de réduction des gaz à effet de serre, d'évolution du modèle de production, j'en suis d'accord. Mais au fur et à mesure que le Green Deal a été déployé sur le terrain, en particulier dans sa version agricole, on a acté, ou la Commission a acté, plutôt plus précisément, l'idée que ça devait aboutir à de la décroissance. Moi, j'ai vu sortir des documents de la Commission en disant, sur le vin, on va produire 20 à 30% de moins de vin compte tenu des règles qu'on va fixer. Je dis, mais n'y pensez même pas. Alors, c'est pas de l'alimentaire au sens solide, si je peux dire, mais enfin, quand même, l'Europe et la viticulture, la France et la viticulture, c'est pas une petite histoire. Et c'est pour ça que je me suis battu sur la question de la jachère. Parce que la question de la jachère, le sous-jacent, c'est il faut produire moins. Mais on a quand même commencé par accepter ça. Vous l'avez même accompagné. Non, mais collectivement, vous l'avez accompagné avec M. Pascal Canfin. Non, mais collectivement, dans la PAC, oui, tout le monde a accepté. D'ailleurs, vous avez entendu à l'époque aucun pays dire qu'il y avait un problème avec le... Mais sauf que quand vous regardez la réalité des choses, le dérèglement climatique, alors la PAC et les Green Deal, alors c'est pas pour donner une excuse à ceux qui le déploient, c'est avant Covid et avant Ukraine. Et moi, je pense qu'il faut qu'on revisite, compte tenu d'une géopolitique qui a singulièrement changé, de dérèglements du monde qui sont puissants, de sujets que je trouve... C'est fascinant de voir à quel point la politique agricole commune n'a pas été pensée avec le dérèglement climatique. C'est-à-dire qu'on a donné des règles aux agriculteurs, on leur dit vous devez planter entre le 15 août et le 15 septembre. Sauf que nous avons une météo maintenant qui fait que souvent le 15 août c'est ultra sec. Et donc on a besoin de repenser notre Green Deal, notre politique agricole commune à l'endroit... On n'est pas très cohérent. La présidente de la Commission qui a défendu le Green Deal, aujourd'hui elle est candidate à sa succession et la France dit OK. Je ne sais pas ce qu'a dit la France sur le sujet. Alors, je n'ai pas entendu le président de la République interroger ou répondant à ça. Le sujet, c'est la politique qu'on mène. Mais vous l'avez mené avec... Et moi, je trouve que, alors, pour le coup, nous, on est... Marc Fesneau, pardonnez-moi, parce que Pascal Canfin, qui est de votre majorité, si je puis dire, il a piloté, accompagné, il milite pour le Green Deal et pour une forme de l'Europe de la décroissance. Alors, expliquez-nous, quand vous nous dites ce matin ceci, comment vous pouvez travailler avec M. Pascal D'abord, qu'on puisse travailler quand même, c'est pas on n'est pas en guerre. Même, vous voulez qu'on produise plus, il est pour une Europe qu'on puisse avoir un certain nombre de désaccords. Ils sont majeurs sur ce sujet. Non, mais... Moi, ce que je constate, c'est ce qu'on a obtenu là, ces dernières semaines et ces derniers mois. Je pense à la question des jachères et je pense qu'on a besoin de trouver... Je suis d'accord avec Pascal Canfin sur l'idée qu'on a besoin... 4 degrés pour l'agriculture... Attendez, 4 degrés de plus pour l'agriculture, c'est mortel. Donc, il a raison de dire qu'on a besoin de décarboner. En même temps, est possible. Mais il n'est pas possible, il est nécessaire. Ah bon? Parce que si on ne lutte pas contre le réchauffement climatique... C'est une évidence. Donc, il va bien falloir qu'on y aille. Et les agriculteurs sont déjà engagés. Donc, il va bien falloir qu'on trouve des trajectoires. Mais la trajectoire, ça ne peut pas être... Alors que s'il y a bien un truc dont on est sûr, c'est qu'on va continuer à se nourrir tous les jours. Et donc, on ne peut pas avoir une trajectoire qui, pour répondre à cet objectif de décarbonation, la seule solution, ça soit le malthusianisme. Parce qu'à la fin, si vous dites qu'il faut consommer moins, il faut produire moins, il faut manger moins, il faut moins de gens. Mais qui nous a entraînés vers le constat que vous faites, c'est-à-dire la décroissance? C'est la Commission européenne. Et donc, ce sont les gouvernants. Il ne faut jamais chercher des c'est commissions. Attendez, justement, c'était pour prendre la charge moi-même. Donc, ça ne peut pas être que la Commission européenne. Il y a eu des décisions de gouvernement, y compris de gouvernements qui étaient aussi variés que ceux de Hongrie, ceux de Pologne à l'époque. Quand vous avez dit il y a quelques instants, vous avez dit la Commission a interprété le Green Deal dans une logique de décroissance. Ce sont vos mots. Oui, je persiste à dire que le Green Deal, si la trajectoire... Ce qu'on n'a pas fait, par exemple, sur l'automobile, Sur l'automobile, on ne dit pas il y aura plus de voitures ou il y aura moins de voitures, on dit on va transformer le parc. Et sur l'agriculture singulièrement, la déclinaison, elle a plutôt abouti à une proposition ou des propositions qui étaient décroissantes. La grande question, c'est quand la Commission européenne décide d'un projet de décroissance, est-ce qu'elle a le projet d'une Europe sans paysannerie ?
Parce que quand on dit on produit moins, c'est qu'on ne veut plus d'une Europe... Mais ce qui est assez fascinant, je vais vous dire, c'est que la politique agricole commune, c'est la plus intégrée. C'est une des premières politiques intégrées européennes. C'est un tiers du budget. Et que ces dernières années, alors ces dernières années, c'est 5, 10, 15 ans, elle n'a pas été pensée comme un objet de souveraineté. C'est-à-dire que dans les accords internationaux, on dit automobile, aéronautique, services, et on dit jamais, mais est-ce que j'ai besoin d'assurer ma souveraineté? Et donc c'est ça qu'on a besoin de changer. Est-ce qu'on l'a encore? Est-ce que vous, ministre de l'Agriculture, véritablement, et j'aimerais que vous répondiez à nos téléspectateurs et auditeurs, vous avez aujourd'hui, avec le président de la République, les moyens de peser sur tous les sujets que nous avons évoqués? Pardon de vous dire que tous les sujets qu'on a évoqués ce matin, c'est des sujets. C'est la question des jachères, je l'ai ouvert en octobre. C'est la question de la refonte et de repenser Donc la le PAC. pouvoir est encore en France? Le pouvoir est encore en France. En tout cas, la France prend l'initiative. Après, ce que je dis toujours, moi, la question, c'est pas d'avoir raison. Parce que partons du postulat que nous aurions raison, nous, Français. La question, c'est de convaincre les autres. Croyez pas. La question de la jachère, je commence tout seul, hein. Et puis, à la fin, on était 22 pays à la demander. Quand vous êtes 22 pays à demander qu'on supprime cette dérogation, cette obligation qui est idiote, bah, vous pesez plus face à la Commission. Alors, au début, on vous écoute mollement, puis à la fin, on vous écoute vraiment. Oui, mais enfin, donc, sur des choses comme le Mercosur, est-ce que vous avez une chance de convaincre les Allemands, par exemple? Ce qui est certain, c'est que si le président de la République n'avait pas pesé de tout son poids, il serait signé aujourd'hui, hein, parce que c'était la volonté en particulier, et le Premier ministre et le président de la République, ils ont manifesté un désaccord clair avec l'Allemagne sur le sujet. Vous pouvez nous garantir qu'il ne sera pas signé? Et la deuxième étape sur ces accords, c'est de faire en sorte qu'on trouve une majorité de gens qui disent est-ce que l'agriculture est un sujet stratégique? Et donc dans les accords, ce qui n'était pas la tradition de la Commission, pour le coup, là c'était la Commission. La DG Commerce disait l'agriculture c'est connexe. On tienne compte de l'agriculture en disant c'est un objet stratégique. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez réagir à ce qui vient d'être dit aussi par Jordan Bardella sur le cadre européen? Il dit « Je milite, moi, pour le patriotisme économique et sortir de nos accords de libre-échange. Je veux que la France reste un pays libre. » Sous-entendu, pour l'instant, nous sommes sous tutelle, dit-il, européenne. Pour conclure cette émission. Pardon, excusez-moi, je ne veux pas être offensant, mais ça ne veut rien dire. Par exemple, on a un accord avec le CETA. Parce qu'il est en application quand bien même la France ne l'ait pas ratifié. Vous irez expliquer aux producteurs de fromage ou de lait, que je vais rejoindre d'ailleurs tout à l'heure, que c'est 200 millions en moins par rapport au marché qu'ils ont pu conquérir au Canada. Moi, je n'ai pas peur de la compétition mondiale, parce que la France, elle est puissante, et l'agriculture française, elle a été heureuse quand elle était plus puissamment exportatrice. Alors, être exportateur, c'est être compétitif. 2, c'est d'avoir une stratégie d'export qu'il faut renforcer. 3, c'est que les distorsions de concurrence qui pèsent en particulier sur l'environnement ou qui pèsent sur la santé, celles-là, on les lève. Bien. Et que celles-là, on puisse travailler là-dessus. Mais l'idée de dire la France, elle peut valoriser sa viticulture. La moitié des céréales, elles sortent de France. Qu'est-ce qu'il explique, M. Bardella, là, aux céréaliers? Qu'on va faire quoi? Des cactus et des sapins de Noël? Je veux dire, il faut quand même qu'on soit... On est une puissance exportatrice. Donc, il faut qu'on ait des règles qui ne soient pas des règles anti-Europe et anti-agriculture, notamment sur le modèle de carbone. Mais ça ne peut pas être une Europe sans capacité exportatrice, sinon c'est les autres qui nourriront nos voisins. Merci Marc Fesneau, on l'a bien compris, la campagne des Européennes, en tous les cas, est lancée. Je vous remercie d'avoir été notre invité. Je remercie mes camarades Nicolas et Mathieu, bien sûr, et je souhaite à tous, évidemment, un bon dimanche sur nos antennes communes.